Charles Konabani affiche ses ambitions pour la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre s'est porté mercredi candidat du PDCI pour ce scrutin. Le Zimbabwe a un nouveau vice-président. Il s'agit de Emmerson Mnangagwa qui remplace ainsi Joyce Munduru. Enfin, nous verrons comment les Libériens se disent bonjour en ces temps où l'épidémie d'Ebola sévit dans leur pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika TV. Hier mercredi, une partie de la production pétrolière du Gabon était à l'arrêt et des stations-service de Libreville et Port-Gentil se trouvaient en rupture de carburant. À l'origine de cette situation, une grève illimitée lancée par le principal syndicat des employés du secteur pétrolier. Il proteste notamment contre des licenciements de personnel et l'emploi abusif de main-d'œuvre étrangère dans les sociétés pétrolières. Et puis l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konabani, membre de la coalition au pouvoir, a annoncé hier son souhait d'être investi comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle de 2015. Il contredit ainsi l'appel du chef du parti, Henri Konan Bédié, à soutenir le président Alassane Dramane Ouattara. Je veux que les Ivoiriens m'apportent leur suffrage pour que le PDCI participe aux élections présidentielles, a déclaré Charles Konabani, précisant au passage que le PDCI est le plus grand parti de Côte d'Ivoire et qu'il doit participer à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, 11 décembre 2014, les Béninois célèbrent le 24e anniversaire de l'avènement de la démocratie dans leur pays sur fond de manifestations. Des acteurs politiques béninois, toutes tendances confondues, étaient hier dans la rue. Certains pour exiger la tenue des élections, d'autres pour apporter leur soutien au gouvernement en place. Le compte-rendu des deux manifestations à travers ce reportage signé Joël Yetondi et Floris Dossa. C'est une véritable marée humaine qui a investi les principales artères de la ville de Porto-Novo, la capitale du Bénin. D'une seule et même voix et comme un seul homme, les forces politiques de l'opposition sous la bannière du PRD et de la plateforme des forces politiques et sociales de progrès pour des élections crédibles ont pris le peuple à témoin au sujet de la situation socio-politique du pays. À corps et à cri, slogans, pancartes, avec toute une série de messages à l'appui, la foule bigarrée réclame la tenue des élections. Celles municipales et locales ayant depuis peu été reportées sine die. Le PRD exige la tenue dans les plus brefs délais des élections locales, communales, municipales et législatives dans le respect des lois et de la Constitution sur la base d'une liste électorale fiable et transparente. Le PRD renouvelle son appel à un dialogue inclusif, franc et sincère en vue d'une solution consensuelle à la crise qui secoue le Bénin. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos populations de la volonté manifeste du gouvernement et de son chef, de la bonne volonté d'organiser les élections municipales, communales et législatives. Comme si le message adressé à l'autorité préfectorale n'était pas suffisant, pêle-mêle, les langues se sont déliées. Cela n'appartient qu'au président Yahi Boni de savoir s'il veut sortir par la grande porte de l'histoire ou s'il veut aller dans une souricière et par la petite fenêtre. Il lui appartient de choisir. On doute toujours de la bonne foi du chef de l'État. Je voudrais dire au président Yahi Boni d'écouter enfin son peuple, car un peuple fâché peut aller loin, très loin. Alors qu'on croyait les artères une fois pour toutes dégagées, tout au moins pour le compte de la journée, une marche réplique a pris le relais. Celle des mouvements et partis politiques de la ville acquis à la cause du régime en place. Nous, force politique de la majorité présidentielle de l'Ouémé, réaffirmons notre soutien au docteur Boni Yahi et l'accompagnons contre vents et marées vers l'achèvement de son mandat en 2016.
éclairons la lanterne de nos amis d'en face, que le Bénin ne saurait jamais être le Burkina Faso. Boni Yayi n'est pas arrivé au pouvoir par un push sanglant, avec mort d'homme. Il n'a pas fait 27 ans au pouvoir et il ne veut pas d'un troisième mandat anticonstitutionnel. Dans une discipline de groupe, avec l'encadrement des forces de sécurité publique déployées sur les lieux, les deux manifestations se sont achevées sans aucun incident à la satisfaction générale. Le président Robert Mugabe a nommé mercredi le ministre de la Justice en tant que vice-président de la ZANU-PF et par ricochet de l'État zimbabwéen. Emerson Mnangagwa, qui fut en charge de la police secrète dans son pays, est ainsi placé en position de favori pour succéder à Robert Mugabe. Voici l'homme qui assure désormais le poste de premier vice-président de l'État zimbabwéen. Emerson Mnangagwa, 68 ans, remplace ainsi Joyce Munduru, qui a été limogé mardi dernier après avoir été accusé d'affairisme, d'incompétence et de complot pour assassiner le chef de l'État. Précédemment ministre de la Justice, Emerson Mnangagwa se retrouve de ce fait en bonne position pour succéder au président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. I feel humbled that I've been accorded this honor. Je suis honoré d'avoir reçu cet honneur de servir notre pays adoré qu'est le Zimbabwe, en tant que vice-président. J'ai garanti au président et je voudrais garantir au parti que je serai loyal et je m'engagerai à poursuivre la ligne correcte de la révolution que nous avons suivie ces derniers 52 ans. Autre nomination, celle de Fele Kezela Mfoko, un ancien diplomate, au poste de deuxième vice-président. Tous deux devraient prêter serment vendredi. Dès le 15 décembre prochain, l'instance Vérité et Dignité chargée de recenser et d'indemniser les victimes des abus des régimes de Ben Ali et Bourguiba en Tunisie commencera à recevoir les dossiers des victimes. Cette instance est composée de militants des droits de l'homme, de représentants d'associations de victimes, d'opposants au régime de Ben Ali et même de juristes. Reportage. En 5 ans maximum, l'instance Vérité et Dignité tunisienne aura pour mission de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013. D'abord sous le premier président tunisien, Habib Bourguiba, au pouvoir entre 1956 et 1987. Ensuite, sous son successeur, Zine El Abidine Ben Ali, contraint à la fuite par la révolution en janvier 2011. Et enfin, sous les autorités en place après le soulèvement, à l'exception de l'actuel cabinet de technocrates. L'instance Vérité et Dignité doit identifier les responsables de ces violations et faire en sorte qu'ils rendent des comptes. Elle doit également contribuer à la réhabilitation des victimes et à la réparation des dommages qu'elles ont subis. Nous, notre travail, c'est de faire du déminage, d'apaiser les cœurs et les esprits et de préparer la Tunisie à construire son état de droit, sa démocratie. Nous y avons droit. L'instance dispose de très larges pouvoirs, notamment un accès total aux archives publiques. Son champ de compétences concerne toute agression caractérisée ou méthodique, perpétrée à l'encontre des droits de l'homme par les organismes de l'État, par des groupes ou par des individus agissant en son nom ou sous sa protection. Les crimes les plus graves concernés sont notamment l'homicide volontaire, le viol, les exécutions extrajudiciaires et la torture. La poignée de main est une pratique culturelle fortement ancrée en Afrique de l'Ouest, vous en convenez. Les habitants du Libéria, par exemple, ont une manière très particulière de se dire bonjour. Avec l'arrivée de l'épidémie d'Ebola, les personnes ne peuvent plus se toucher et les habitudes doivent changer. Deux hommes qui se serrent la main, un geste banal et pourtant très rare aujourd'hui au Libéria. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est connu pour sa poignée de main très originale, mais à cause du virus Ebola, les gens aujourd'hui ne peuvent plus se toucher. En plus de faire face à la maladie, les Libériens doivent changer leur manière de vivre. To shake hands
has been a culture in Liberia. La poignée de main, ça fait partie de notre culture au Libéria. Nous nous serrons la main, on claque les doigts, c'est notre culture. Et je pense que parmi tous les pays d'Afrique de l'Ouest, nous sommes celui qui serrons le plus les mains, voire même dans toute l'Afrique. Other country in West Africa, if not Africa, at large. Ebola se transmet par l'échange de liquide ou de transpiration. Si un malade touche la main d'une autre personne, il risque fortement de lui transmettre le virus. Pour éviter tout risque, à Monrovia, les Libériens ont trouvé une nouvelle méthode pour se dire bonjour. Nous nous serrons la main, mais avec une nouvelle méthode aujourd'hui. Nous nous touchons les coudes, on appelle ça le buzz. Quand on buzz quelqu'un, la personne sait que c'est la nouvelle poignée de main à cause d'Ebola. Isolée par le coton du t-shirt, l'accolade est en principe sécurisée. En Sierra Leone, pays voisin, les choses sont différentes. Afin d'éviter tout contact, les chefs de village ont instauré de nouvelles lois. Changer les habitudes des gens n'est pas chose facile. Leur solution, mettre des amendes aux personnes qui se serrent la main. Si jamais vous vous touchez, vous mourrez. Nous ne le faisons plus du tout maintenant. Dans mon district, si quelqu'un serre la main à quelqu'un d'autre, il aura une amende de 500 000 léonais. Une amende qui s'élève à plus de $100 pour une poignée de main dans un pays où le salaire moyen se situe autour de $48 par mois. Aujourd'hui, l'épidémie n'est toujours pas stabilisée. La situation en Sierra Leone et au Libéria reste très préoccupante. Le virus a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en un an. La Pakistanaise Malala Yousafzai et l'Indien Kailash Satyarthi, tous deux lauréats du prestigieux prix Nobel de la paix 2014, ont reçu mercredi leur récompense. C'était lors d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'hôtel de ville d'Oslo en Norvège. Voici le reportage. Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi brandissant leur prestigieuse médaille de lauréat du prix Nobel de la paix 2014 à l'hôtel de ville d'Oslo en Norvège. Âgés respectivement de 17 et 60 ans, la Pakistanaise et l'Indien sont entrés ce mercredi en possession de leur récompense en s'engageant à poursuivre davantage leur combat en faveur des enfants abandonnés d'une part et de l'éducation primaire et secondaire gratuite pour chaque enfant d'autre part. Some will say this is impractical. Certains diront que c'est irréalisable ou trop cher ou trop dur ou même impossible. Mais il est temps que le monde voie plus grand. Je représente des millions d'enfants qui sont abandonnés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé une chaise vide. Pour qu'on se souvienne d'eux. Je suis venu ici pour vous faire entendre les voix et les rêves de nos enfants. Signalant qu'un incident a émaillé cette cérémonie de remise de prix Nobel de la paix 2014 avec cet homme qui a brièvement déployé un drapeau devant Malala avant d'être évacué par les agents de sécurité. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Passez une très bonne journée en compagnie de nos proches. Au revoir.